Il était à peu près 11 heures du matin. Je portais mon complet bleu marine, une chemise bleue, une cravate avec pochette assortie, des souliers noirs, des chaussettes de laine noire à baguette bleu foncé. J'étais impeccable, rasé, et je n'avais pas bu. J'étais l'image même du détective privé tiré à 4 épingles. J'avais rendez-vous avec 10 millions de livres sterling. Philippe Marlowe. J'ai rendez-vous avec le général Sternwood. Donnez-vous la peine d'entrer. Merci. Si vous voulez bien vous asseoir, je vais dire au général que vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes grand. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous êtes aussi bel homme. Vous vous appelez comment? Sauveur Rayleigh, le grand Saint-Bernard. Qu'est-ce que vous faites? Je suis détective. Américain? Oui. Après la guerre, j'ai jamais retrouvé le chemin de mon pays. Vous vous moquez de moi? Mais non, je ne me permettrai pas. C'est vrai que vous êtes grand. Vous me plaisez beaucoup. Et doucement. Le général va vous recevoir, monsieur Marlowe. Oh, qui c'était? Mademoiselle Camilla Sternwood, monsieur. Oh, il faudrait sevrer cette gosse, elle est à l'âge limite. C'est par là, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Marlowe, mon général. Très heureux. Vous êtes ici en présence du fantôme lamentable d'un univers fastueux. Un infirme, avec les 2 jambes paralysées, une moitié d'abdomen. Un peu de cognac. Merci. Dans le temps, je le buvais avec du champagne. Ainsi, vous connaissez l'inspecteur Carson. Nos routes se croisent parfois. C'est lui qui vous a recommandé. Il m'a dit que vous et moi possédions une qualité en commun, l'insoumission chronique. Que savez-vous de moi? Vous êtes extrêmement riche. Veuve depuis quelques années, vous vous êtes établi en Angleterre. Vous avez 2 filles extrêmement jolies, mais pas faciles à tenir. L'aînée a épousé il y a 6 mois un certain Rusty Regan. Je l'aime bien, il m'est très sympathique. Norris. Il représentait le souffle de la vie pour moi à l'époque où il était ici. Parce qu'il n'est plus là. Il nous a quittés. Il est parti il y a 1 mois, sans même me dire au revoir. J'en ai eu du chagrin. Il me donnera de ses nouvelles, un de ces jours. Mais entre-temps, on recommence à me faire du chantage. 2 ou 3 mois avant que Rusty arrive, il y a peut-être 1 an environ, j'ai payé 5000 livres à un homme, un minable nommé Joe Brody, pour qu'il fiche la paix à Camilla, ma fille cadette. Je viens de la rencontrer. Oui, j'ai peur que mes filles ne soient affligées de tous les défauts de leur âge. Elle a essayé de s'asseoir sur mes genoux, alors que je n'étais pas assis. Drôle. Et qu'est-ce que vous pensez de cette lettre? Lisez-la. Je reconnais devoir à Arthur Wynne Geiger 1000 livres sterling payables sur sa demande, et c'est signé Camilla Sternwood. Payé? Pourquoi? Parce que ce n'est pas ruineux et ça évite des ennuis. On ne cède pas au chantage. Ce libraire, Arthur Geiger, il dit que c'est une simple dette de jeu.
Ah, si je le paie cette fois, il peut me relancer indéfiniment. Eh bien, dans ce cas, je vous débarrasserai de lui. Et ça lui fera très mal au crâne. Je vous crois volontiers. Ah, quels sont vos honoraires, monsieur Marlowe? 50 livres par jour plus les frais, quand ça marche. Ça me semble raisonnable pour extirper l'horrible tumeur maligne que l'on vous plante en pleine poitrine. L'affaire est entre vos mains. N'en parlez pas à ma fille Camilla. Elle se contentera de sucer son pouce mine de rien. Maintenant, monsieur Marlowe, je vous demande de m'excuser. Je me sens fatigué. Le général m'a chargé de vous remettre un chèque du montant que vous désirez, monsieur. Comment il vous a prévenu? Par la façon de sonner, monsieur. Ah, c'est vous qui faites ces chèques? J'ai en effet ce privilège. Avec ce privilège-là, on peut se payer un bel enterrement. Je n'ai pas encore besoin d'argent. Si vous voulez bien, monsieur, Madame Reagan souhaiterait vous voir. La fille aînée du général? Oui, monsieur. Vous lui avez dit que j'étais là? Elle vous a sans doute vu entrer dans le jardin d'hiver, de sa fenêtre, là-haut. Ainsi, vous êtes un détective privé comme dans les livres. Je ne savais pas que ces gens-là existaient vraiment. Qu'est-ce que vous regardez? Les ennuis qui se préparent. Comment avez-vous trouvé papa? Très sympathique. Il adorait mon mari. Ah, Rusty. Rusty amusait papa, il l'enchantait. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas en dire autant. A-t-il dit quelque chose à propos de Rusty? Oui, il en a parlé. Il veut le retrouver? Eh bien, oui et non. Qu'est-ce que c'est que cette réponse de Normand? J'ai horreur de vos manières. Elles font aussi mon désespoir quand j'y pense pendant les longues soirées d'hiver. De quoi avez-vous peur, Madame Reagan? Que vous ne soyez pas venu le voir pour mon mari. Parlez-en au général. Ce n'est pas utile. Je vous en prie, Monsieur Marlowe. Je vous en prie. Pourriez-vous retrouver Rusty si je vous le demandais? Il vous a quitté quand? Il y a un mois environ. On a retrouvé sa voiture dans un garage, Dieu sait où. Qui ont? Il n'a donc rien dit là-dessus. Ce n'était pas à ce sujet que j'ai été reçu par votre père. C'est cela que vous essayez de me faire dire? Si vous voulez tout savoir, oui. C'est parfait. Je n'ai plus qu'à me retirer. Je devais reconnaître qu'elle avait de très jolies jambes. Je fis quelques recherches sommaires, quoique le boulot que m'avait refilé son père était plutôt un boulot d'avoué. Si le sieur Arthur Gwynne Geiger, livre rare et édition originale, s'avérait être un maître chanteur, c'était quand même un boulot d'avoué. À moins qu'il n'y ait là-dessous plus de choses qu'il n'apparaissait. À première vue, j'eus l'impression qu'elle serait amusante à débrouiller. Vous désirez, monsieur? Auriez-vous un Chevalier au Dubon, 1840, l'édition complète? Non, nous ne l'avons pas pour l'instant. Auriez-vous le Ben-Hur, 1860? Celui avec un erratum à la page 170. J'ai bien peur que non. Vous vendez des bouquins? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un poisson rouge? Vous collectionnez les vieux manuscrits, je pense. Non, seulement les factures impayées. D'accord. Est-ce que M. Geiger reviendra bientôt? J'ai bien peur que ce soit assez tard. Eh bien, il y a là un excellent fauteuil qui me tend les bras. Il reviendra probablement très tard. Oh, ce n'est pas grave. Je n'ai pas grand-chose à faire, sauf attendre et revoir ma leçon de trigonométrie dans l'espace. Oui. Oui, bien sûr.
Naturellement, je savais de quel genre de livre il s'agirait. Luxueusement imprimé et incroyablement cochon. Un livre loué dans une librairie porno très sophistiquée. En revenant à la boutique, je m'étais renseigné sur M. Arthur Gwyn Geiger, le libraire. J'avais appris qu'il était âgé d'une 50aine d'années, grand, et qu'il portait un œil de verre, et qu'il conduisait une Alvis beige. On se rhabille. Là.
Désolé, Trésor, c'est trop tard. On a piqué tes photos depuis longtemps. Et maintenant, on rentre à la maison. Tu viens? Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que Madame Reagan est chez elle? Non, monsieur. Le général est couché, j'espère. C'est seulement le soir qu'il arrive à dormir. Appelez la femme de chambre. Elle est plus qualifiée pour ce travail. Oh, mon Dieu. Oui, je vais chercher Mathilda. Voulez-vous que j'appelle un taxi? Non. Non, surtout pas. En fait, je ne suis pas là. Vous avez eu des visions, c'est tout. Merci. J'avais dit à un vieillard agonisant que j'allais le débarrasser d'un maître chanteur. Mais quelqu'un l'avait fait pour moi, à coup de revolver. Il ne me restait que le carnet trouvé dans la chambre à coucher de Geiger. Il portait un tas de noms et d'adresses en code. Ses clients, probablement. Et aussi des gens comme Camilla Sternwood qui le faisaient chanter. Oui? Bonjour Marlowe, Carson à l'appareil. Vous avez vu le général Sternwood? Alors vous devez savoir pourquoi sa Bentley est en train de prendre un bain d'eau salée du côté de Ramsgate. La voiture est complètement bousillée et le type dedans aussi. Je vais aller y jeter un coup d'œil, ça vous intéresse? Racontez-nous ça. C'est par là qu'il a sauté. L'impact a dû être méchant. À 1h du matin, on était à marée haute. Personne n'a rien vu par ici. Fracture des vertèbres cervicales. D'où vient cette bosse? Il a dû recevoir un coup avant de mourir. Moi, je dis que c'est un suicide. Il a filé en droite ligne le long de l'appontement. On n'a aucune présomption de meurtre. Vous connaissez cet homme, Marlowe? Oui, c'est le chauffeur de Sternwood. Je l'ai vu briquer cette voiture hier. Votre boulot pour le général avait un rapport avec lui? Pas du tout. Je ne sais même pas son nom. Owen Taylor. Hein? Oui, c'est son nom. Il y a 2 ans environ, le général m'a appelé. Taylor avait filé avec sa fille, la cinglée, la plus jeune. J'ai réussi à les retrouver en Écosse. Il pensait se marier rapidement. Et alors? Eh bien, le lendemain, la sœur aînée arrive et déclare que Taylor était transi d'amour pour la jeune Camilla et qu'elle lui avait proposé ce mariage éclair. Nous avions fait une petite enquête. Taylor avait écopé 6 mois pour vol avec effraction 3 ans plus tôt. Ils sont tordus dans cette famille. Alors c'est à eux que vous allez vous en prendre? J'aurai quelques questions à leur poser, sans doute.
Eh ben, tâchez de ne pas trop mêler le vieux à tout ça si c'est possible. Pourquoi? Il a suffisamment d'emmerdes, il est malade et déçu. À cause de l'absence prolongée de son ami intime, Rusty Regan? Écoutez, je ne sais rien de spécial sur Rusty Regan. À ma connaissance, il n'a jamais fait de mal à personne. C'est pas Regan que je cherche. Ah, c'est vous. Monsieur Geiger est là aujourd'hui? Non, justement, il n'est pas là. Mais au fait, qu'est-ce que vous vouliez? Et je plaisantais naturellement au sujet de ces éditions originales. Je suis obligé d'être très prudent. J'ai un article qui peut intéresser votre patron. Un voyageur de commerce. Eh bien, repassez demain. Non, vous charriez, je suis du métier, moi aussi. S'il est malade, j'irai chez lui, ça m'est égal. Je n'ai pas la vie devant moi. Mais ça ne servirait à rien. Je vous ai dit qu'il était en voyage. Alors repassez demain, c'est tout. Ok. À demain, alors. Je vous laisserai bien ma carte, mais vous savez ce que c'est? Ouais. Je sais ce que c'est. Taxi. Vous pourriez suivre ça? Bah, elle est arrêtée. En supposant qu'elle décide de rouler. Bien sûr. Ok, allons-y. Vous l'écrasez, ce champignon, on va le perdre. Allez, dites pas de conneries. On l'a perdu. Bon Dieu, essayez à gauche. J'ai dit à gauche, enfin. Dites donc, vous n'allez pas m'apprendre à conduire. Hein. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. Arrêtez-vous ici. Et le prix de la course? Et le billet de 5 livres que je vous ai donné? Et le pourboire alors? Sur la sonnette de la porte, un nom, J. Brody. Un certain Joe Brody avait reçu 5000 livres du général Sternwood pour cesser de s'amuser avec Camilla et se trouver une autre compagne de jeu interdit. Ça pouvait être ce Brody-là. Ces caisses sont pour mon ami Joe Brody au numéro 3? Oui. Chacune pèse un demi-quintal et j'ai des vertèbres fragiles. Ah, si on pouvait travailler sur une chaise longue. Merci. Oh, vous venez de temps en temps à votre bureau? Ça m'arrive quelquefois, vous voyez. Je suis désolée pour hier. J'ai peut-être manqué de courtoisie. J'en ai manqué aussi. Il n'est pas très brillant, votre bureau. Eh bien, on ne fait pas fortune dans ce métier, si on est honnête. Et vous êtes honnête. Péniblement. Comment se fait-il que vous ayez échoué dans cette ignoble profession? Vous avez bien épousé un trafiquant d'armes. On ne doit pas encore se disputer. Toute la matinée, j'ai essayé de vous joindre. Au sujet de Owen Taylor? Vous savez? Mon ami Carson de Scotland Yard croyait que je savais, mais il en savait davantage. Il m'a appris que Owen voulait épouser votre sœur. Cela n'aurait pas été une si grande catastrophe. Après tout, il était très amoureux d'elle. Et ces choses-là n'arrivent pas si souvent dans notre milieu. C'est de cela que Père voulait vous parler? De Camilla? Il évite encore d'aborder ce sujet. Eh bien, regardez donc ces photos. Combien on vous réclame?
10 000 livres avant ce soir. Sinon, on les enverra à un magazine porno. Et la demande émane de qui? Une femme a téléphoné aussitôt que les photos sont arrivées. Elle a dit que la police pourrait s'y intéresser, que si je refusais de payer, cette pauvre chère Camilla ferait connaissance avec la justice. Vous avez 10 000 livres en liquide? Je crois pouvoir les emprunter à Eddie Mars. Qui ça? Eddie Mars, il possède le Cheval Club. J'y étais hier soir. J'aime bien la roulette. Ça ne m'étonne pas. Les Sternwood adorent les jeux où l'on perd, comme la roulette. Ou épouser des messieurs qui les laissent choir. Ou alors, comme papa qui a couru un steeplechase à 68 ans, qui s'est fait vider et qui restera paralysé toute sa vie. Pouvez-vous faire quelque chose? C'est pas exclu. Je vous aime beaucoup. Vous croyez au miracle. Je crois que je peux trouver les 10 000 livres. Après tout, je suis une des meilleures clientes de Eddie Mars. Et j'ajoute qu'il a une très bonne raison de me rendre service. La jolie poupée avec qui Rusty est partie est justement Mona, l'épouse d'Eddie Mars. C'est intéressant, il me semble. C'est pas Rusty que je cherche. Reconnaissez qu'elle a un petit corps ravissant. Oui. Un jour, il faudra que je vous montre le mien. Un instant. Vous vous souvenez de moi? Sauveur rayé. Venez. Allons voir là-dedans. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la nuit dernière? La nuit dernière, j'étais malade. J'étais chez moi. Racontez ça à d'autres. Vous étiez assise dans ce fauteuil, sur ce châle, avant que je vous ramène chez vous. Vous vous en souvenez très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir qui a tué Geiger. C'est Joe Brody qui l'a tué? Joe Brody? Quelle blague! Ah, je vous en prie, ne jouez pas au plus fin avec moi. Sachez que la simplicité est une vertu élémentaire. C'est Joe Brody qui l'a tué? Qui... Elle est folle. Oui, Joe l'a tué. Pourquoi? J'en sais rien. Vous l'avez beaucoup vu ces temps-ci? Je le déteste. Donc si on l'arrêtait pour meurtre, ça vous enchanterait. Vous n'êtes pas rayé, vous êtes Philippe Marlowe. C'est ma sœur qui me l'a dit, vous êtes un détective Et privé. après, vous vous rappelez? Vous êtes revenu pour les photos, mais vous n'avez pas pu entrer. Elles n'y sont plus d'ailleurs. Mais il faut oublier tout ça et dire que vous n'êtes jamais venu ici. Laissez faire Sauveur. Ah, il faut que je parte. Je pensais plutôt voir Monsieur Geiger. Nous ne savons pas où il est. Vous m'en direz tant. Vous êtes un de ses amis, naturellement. Nous sommes passés prendre un bouquin. Un bouquin. Oui. Eh ben voilà, c'est pas qu'on s'ennuie, hein. La gosse, elle, se taille. Mais j'ai à causer avec vous, l'adjudant. Ça ne sera pas long. Du sang. Il y en a un paquet. Vous croyez? Il n'y a qu'à appeler les flics. Bonne idée, faites-le. Mais qui êtes-vous? Philippe Marlowe, profession détective. Vous êtes américain? C'est pas honteux. Comment se fait-il que vous ayez une clé? Je suis le propriétaire. Eh ben, bravo. Alors, Eddie Mars, c'est vous. Je savais que vous aviez le Cheval Club, j'ignorais votre intérêt pour le livre porno. J'ai besoin de Geiger pour des raisons personnelles. Je ne me mêle pas de son racket. C'est pour y entrer que vous l'avez descendu. Non, Geiger n'était pas à la boutique aujourd'hui. Quelqu'un est allé déménager son stock de livres. Je tiens à savoir ce que mes locataires trafiquent. Moi, j'ai un propriétaire qui s'en fout. Marlowe,
J'aime pas traiter avec les marioles. Alors évitez cette baraque. J'irai plus loin, évitez-moi, d'accord? Bon, je m'évapore. Oh, à propos, comment va Madame Mars? Il me semble que nous avons un ami commun, un trafiquant d'armes, nommé Rusty Regan. Joe Brody. Et alors? Vous avez les bouquins. J'ai la liste des clients de notre ami Geiger, ceux qu'il essayait de faire chanter. Et nous avons des choses à nous dire à ce sujet. Eh bien, je vous écoute. Cigare? On voit beaucoup de revolvers ces temps-ci et très peu de jugeotes. Pourquoi vous êtes venu ici? Faites sortir votre copine au soulier pointu de derrière ce rideau. Elle doit en avoir marre de retenir sa respiration. Bon, ça va. Agnès. J'étais sûre que ça tournerait mal. J'ai ici la liste des caves, celle de Geiger, rédigée en code. Il doit y avoir 500 noms environ. Si ce sont des clients fidèles de notre ami, je pense que ça représente par an un demi-million de livres de bénéfices. Ça vaut la peine de tuer un homme. Il est fou, Allier. Ferme ton clapet, Agnès. Le chantage, c'est pas un métier tellement intéressant. À votre place, je me contenterai des livres porno. Vous réussirez peut-être à me faire rire. Qui est-ce qui dirige cette admirable raquette? Maintenant, c'est vous. Je n'ai pas tué Geiger. Je connais une personne qui dira le contraire. Ah oui, cette sale gosse en chaleur. Ça ne m'étonne pas. Parfait. Je me doutais bien que c'était vous qui aviez ces photos d'elle à poil. Bon, j'accepterai de l'argent liquide. Nos gens manquent ces temps-ci et Agnès a bien envie de partir ailleurs. Vous n'aurez rien du tout. Vous gagnez. Surveille-le bien surtout. Et s'il fait le malin, décide toi-même. Je veux mes photos. Donne-moi mes photos. Joe, rends-moi mes photos. Écoute. Ne nous emballons pas, Camilla. Mais faites quelque chose, elle va descendre. Restez où vous êtes, et ça ira. Allez, ma jolie. Debout, vous avez l'air d'un pékinois. Les photos, Joe. Envoyez. Vous êtes sûr que c'est tout ce qu'il y a? Oui. Vous me donnez mes photos? Plus tard, pour l'instant, je les garde. Rentrez chez vous. Chez moi? Oui, rentrez chez vous et attendez-moi. Vous êtes gentil avec Camilla, c'est ça? Bien sûr. Hein? Et mon revolver. Tout à l'heure. Camilla vous trouve chouette. Pourquoi t'as fait chanter Madame Regan au lieu de son paternel? Bah, j'ai déjà tapé le vieux il y a pas longtemps. Il m'avait payé pour laisser sa connarde de fille tranquille. Moi, je l'aurais laissé tomber pour rien. J'ai pensé que sa sœur aînée trouverait du fric sans douleur. Les affaires vont mal, hein? Je suis bookmaker. Les parieurs ont une veine insensée, ces cons-là. Comment tu t'es procuré ces photos? On me les a envoyées par la poste. C'est un cerveau, mon Jules. Mais alors, drôlement trépané. Bon, vous avez vos photos. Je ne crois pas que vous irez voir les flics. Personne n'a rien contre moi. Excepté 2 petits meurtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Où étais-tu à 10h30 la nuit dernière? J'ai cru qu'on pouvait peut-être persuader Geiger de s'adjoindre un bon associé. J'ai voulu d'abord savoir s'il était protégé, mais je n'ai vu que des femmes entrer chez lui. La nuit dernière, c'était Camilla Sternwood. Alors je fais le tour de la maison, et je vois une Bentley marron garée là. Je savais que la Bentley appartenait au Sternwood. J'étais un familier de la maison quand j'étais avec Camilla, alors j'ai attendu. Oui, et alors? J'ai attendu une dizaine de minutes, puis je suis allé vers la maison. J'ai vu quelqu'un y entrer par la porte de la cuisine.
J'ai vu l'assassin se sauver par le jardin, monter dans la Bentley et démarrer. Alors tu l'as suivi et tu as fauché les négatifs. Oui, je l'ai suivi un bon bout de chemin et puis... je l'ai rattrapé quand il s'est embouti contre une cabine téléphonique. J'ai développé les photos, et quand j'ai vu que Geiger ne venait pas à la boutique, ne répondait pas au téléphone chez lui, j'en ai déduit qu'on l'avait buté. Alors, grâce à Agnès, j'ai pu emprunter son stock de livres. Oh, pour elle! Eh bien, si c'est elle, rassure-toi, je lui ai confisqué son revolver. Ça ne me rassure pas du tout. C'est toi, Brody? Oui, une minute. C'est les flics ou moi? Mais qui vous êtes? Un ami à Geiger. Vous allez me foutre la peste, ces ordures! C'est un revolver minuscule, fils. Il fera un trou minuscule si je te mets un pruneau dans la gueule. Alors écoute, on va très lentement aller jusqu'à ma voiture. Tu vas prendre le volant et tu vas me conduire chez l'oncle Geiger. Comment tu t'appelles? Karl Lundgren. T'as pas tiré sur le mec qu'il fallait? Joe Brody n'a pas tué ton petit copain. Je sais que tu as une clé, alors allons-y. Qui vous a dit que j'avais une clé? Ton copain Geiger t'a donné une clé. Qu'est-ce que tu attends pour me buter? Il semble que 3 personnes possèdent une clé de cette maison. Toi, moi et Eddie Mars. Ça ne peut être que toi ou Eddie Mars qui avez sorti le cadavre de Geiger pour le cacher. Et je crois que c'est toi. Tu vas me dire où il est. Ouais. Merci de ton aide, mon garçon. Les voici donc alignés devant les juges et le public. 58 jeunes femmes, parmi les plus jolies du monde, concourent pour le titre envié de Miss Univers. Voici d'abord Miss Guatemala, une ravissante... Qu'est-ce que vous dites? J'ai été très occupé. Je n'ai pas arrêté depuis que je suis sur cette affaire. Il est temps de tenir une petite conférence. 80, des yeux bleus. J'ai demandé au commandant Barker des affaires criminelles de se joindre à nous. Très heureux de travailler avec la criminelle. Bonsoir, Jim. Bonsoir, Stéphane. Vous allez bien? J'étais au milieu d'un dîner. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Marlowe est un détective privé et il a arrêté ce jeune homme, Karl Lundgren. Ce garçon venait de tuer 2 heures avant un certain Brody, habitant Randall Way. Et vous nous l'amenez? Pas Brody, mais le môme. Willis, quelles sont les données du crime de Randall Way? Le cadavre d'un certain Joe Brody avec 3 balles dans la peau. Une petite brune, Agnès Lozel. Elle était dans l'appartement au moment du crime. Elle n'a pas vu l'assassin. Et c'est tout? Tout ça s'est passé il y a 1 heure. Monsieur Marlowe vient de nous livrer l'assassin présumé de Joe Brody. Voici son revolver. Racontez-nous ça, Marlowe. Vous savez qu'une voiture a été repêchée à Ramsgate ce matin avec un macabé dedans? Non. C'était le cadavre d'un chauffeur au service d'une famille très riche, les Sternwood. La nuit dernière, ce chauffeur a tué un homme, un certain Arthur Geiger. Marlowe, je ne tiens pas à entendre ça une 2e fois. Tant qu'à faire, on va enregistrer votre déposition. Je leur ai tout raconté.
en omettant 2 faits sans trop savoir pourquoi. J'ai omis la visite de Camilla à Brody avant sa mort et celle d'Eddie Marsh chez Geiger dans l'après-midi. J'ai raconté le reste de l'histoire telle qu'elle s'était passée. Signé. Ainsi, selon vous, Owen Tyler, le chauffeur, s'est suicidé. Oui, c'est mon avis. Qui a caché le cadavre de Geiger? Lundgren, le gosse que je vous ai livré, il n'y a que lui. Il est revenu dans la maison pendant que je raccompagnais Camilla, et il a traîné le cadavre de Geiger jusqu'au garage. Rentré chez lui, il a regretté ce geste, alors il est revenu coucher le cadavre de son ami sur le lit. Bien, nous gardons les livres. Ça, c'est pour vous. Ce sont les billets envoyés au général Sternwood. Merci. Et laissez-moi vous dire, cher monsieur, que je suis un ami intime du vieux général. Je n'aime pas le voir soumis au chantage de toutes ces crapules. Mais à la longue, je sais que ces filles finiront par faire des bêtises qu'on ne pourra pas étouffer. Il y a eu d'autres choses avant Geiger. Ça s'est déclenché avec la disparition de Rusty Regan. Qu'est-ce qui s'est déclenché? Et c'est cela, justement, que le vieux voulait savoir quand il vous a engagé. Il était près de 11 heures quand je suis revenu chez moi. J'avais caché le meurtre de Geiger pendant 24 heures et supprimé les preuves. Et j'étais encore en fonction, mais personne ne semblait s'en inquiéter. Comme j'arrivais à ma porte, j'entendis ma télé qui marchait. Je n'étais pas chez moi, j'en conclus que quelqu'un d'autre y était. On a l'air bien méchant ce soir. Et en plus, on fait poireauter les copains. Je dois puer le flic à 10 mètres. Je suis trop claqué pour causer, trop claqué pour bouffer, trop claqué pour réfléchir. Rassure-toi, on n'a rien démoli. C'était pas indispensable pour l'instant. Et puis dans ton vestibule, on trouvait le temps long. Oui, on s'emmerdait. Fallait pas rester là à souffrir pour rien. Fallait rester dehors. Bon, alors écoute-moi, l'adjudant. Ça paye de me servir. Mais je suis méchant quand je suis mal servi. Débouche-toi les oreilles, t'entendras mes dents claquer. Il y avait la poulaille chez Geiger. Tu m'as mouillé? Pour quelle raison? Oui ou non? Non, j'ai pas parlé de toi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était déjà assez compliqué sans toi, j'ai écrasé. Merci, l'adjudant. Qui a buté Geiger? C'est le chauffeur. On dit que tu cherches Rusty Regan. Oui, il semble que plusieurs personnes le croient, mais c'est pas vrai. Eh bien, au cas où tu le chercherais, je pourrais te refiler un tuyau. Alors, viens me voir un de ces 4 matins chez moi, au club. Pourquoi pas? Tu vois, Marlowe, j'ai comme l'impression qu'on pourrait bien se marrer à notre prochaine rencontre. Président Sternwood, j'écoute. Philippe Marlowe, vous vous souvenez de moi? Monsieur Marlowe, naturellement. Madame Regan est là? Il me semble que oui. Désirez-vous que j'aille voir? Non, laissez-lui un message, voulez-vous? Dites-lui que j'ai les photos, la série complète. Et qu'elle n'a pas de souci à se faire, c'est clair? Oui, vous avez les photos et il n'a pas de souci à se faire. Permettez-moi de vous remercier, monsieur. Je permets. Carson m'a demandé de vous donner un coup de main dans la mesure de nos moyens. Il y a environ 17 000 personnes portées disparues en ce moment. Et vous savez qu'on n'en retrouve pas la 10e si on pense qu'un crime a été commis. C'est alors qu'on fait les recherches, sinon. Tenez, voici le dossier de monsieur Rusty Regan. Consultez-le ici, il ne doit pas quitter mon bureau. Le général l'avait en grande sympathie. Il était infirme, il se sent très seul, et Regan passait beaucoup de temps à sa compagnie. Vous connaissez Eddie Mars, le propriétaire du Cheval Club? J'en ai entendu parler. On dit que Regan est parti avec sa femme, Mona. Eh bien, si c'est la photo de Madame Mars, je le comprends très bien. Vous croyez que Regan a été assassiné? Il vendait des armes aux Irlandais. Il prenait des risques. Mais quand on assassine un disparu, nous le retrouvons. Et puis le général devrait offrir une récompense. S'il veut retrouver Regan, le gouvernement n'a pas un budget suffisant. Vous pensez qu'Eddie Mars les a tués tous les deux?
Moi, je pense que vous pensez, inspecteur, qu'il est parti avec une femme qui représentait plus pour lui qu'une riche épouse qui ne l'intéressait pas. Vous connaissez Madame Reagan? Eh bien, ça doit être une affaire, le temps d'un week-end, mais elle serait épuisante pour un traitement de longue durée. Ma femme est épuisante, même pour un week-end. Je suis célibataire. Ici Norris, monsieur. Le général Sternwood n'est pas bien portant, mais je lui ai lu les journaux. Il en a déduit que votre enquête est terminée et m'a donné ordre de vous envoyer la somme de 500 livres. Ça vous convient, monsieur? C'est très généreux de sa part. Je renvoie les reconnaissances de dette et je détruis les photos. Nous pouvons donc considérer que l'affaire est réglée, monsieur? Pourquoi pas? Parfait, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Benny, occupe-toi de la voiture. Ton patron m'a invité. T'as pas oublié? Monsieur Marlowe. Oh, bonsoir, Milord. Bonsoir. Monsieur Marlowe est ici. Ah, donne-lui un crédit de 2000 livres, pas plus. Ah, l'adjudant. Quel plaisir de te revoir. Assieds-toi. Bon, je te sers un whisky. Tu as dit que tu avais un tuyau pour moi. Qu'est-ce que c'est? Tu es déjà venu ici? Non, les jeux de hasard ne m'excitent pas. Vraiment. Une amie à toi est là, elle s'amuse à la roulette. Je crois qu'elle se débrouille très bien. C'est Charlotte Reagan. Dis-moi, combien je te dois? Je ne vois pas pourquoi. Pour l'avoir bouclé devant les flics. Tu avais un renseignement à me filer. Un renseignement? Un renseignement. À quel propos? T'as pas beaucoup de mémoire à propos de Reagan. Oh oui, oui. J'ai su que tu avais été mis au parfum par Gregory de Scotland Yard. Tu l'as su? Eh oui, c'est comme ça. On est très copains, tous les deux. Écoute, l'adjudant, t'as été chic avec moi. J'ai l'habitude de payer ceux qui sont chics avec moi. Non, je ne suis pas venu te taper. Je me fais payer pour mon boulot. Ça fait pas des masses selon tes normes, mais je m'en tire. Tu n'aurais pas buté Reagan des fois, si? Non. Tu as cru ça, toi? De toi, rien ne peut m'étonner. Je croyais que tu ne t'intéressais pas à Reagan. Je connais un de ses amis qui voudrait savoir où il est. Le général Sternwood. Geiger essayait de faire chanter le général. Sans l'avoir dit, le général avait peur d'apprendre que son copain Reagan patronnait le chantage. Oui, eh bien, Geiger faisait le coup à tout le monde. Légalement, il n'avait pas de recours. Il essayait. Si on l'envoyait promener avec ses reconnaissances de dette, il laissait tomber. Oui, en tout cas, il a laissé tomber cette fois-ci. Et il est tombé avec. Écoute, fils, tu cherchais Geiger? Geiger est liquidé. T'as fini ton job. Exact. C'est fait et c'est payé. Je crois que je vais faire un tour dans la salle. Cette porte, tu vois, là, elle mène derrière les tables de jeu. Merci, je préfère l'entrée que les pigeons utilisent. Nous sommes toujours copains, l'adjudant. Oui, bien sûr. Alors un jour, je pourrais peut-être te rendre un vrai service. Tu serais pas en train de me faire suivre par un type en voiture, une Humber grise, des fois? Non. Non, pourquoi? Il n'y a pas de raison.
Non, il n'y a pas de raison. Faites vos jeux. Attention, rien ne va plus. Le 21 rouge impair et passe. Donnez-moi un martini. Bien, monsieur. Faites vos jeux. Une bouteille de Dom Pérignon pour la dame en rose. Alors, masse un peu pour changer. 8 fois de suite. Bravo. Merci. Messieurs, faites vos jeux. Quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas perdre. Vous voulez parier? Quand vous ratissez pour le club, ça va, mais dès qu'on commence à gagner, vous n'êtes plus d'accord. Si, madame, mais le règlement permet au maximum 5000 livres pour une mise sur les chances simples. Alors, vous voudrez bien retirer environ 6000. Lancez la bille, je vous prie. Je suis désolé, madame, j'obéis aux instructions. Lancez cette bille. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Reagan? Si vous avez fini de jouer, j'aurai grand plaisir à vous faire accompagner. Une dernière mise, Eddie. Tout ce que j'ai là, sur le rouge. Vous contrevenez à notre règlement. Mais si personne n'a d'objection... Ah non, je trouve ça très drôle. Tenez, voilà 11 000 sur le rouge. Sept impairs rouges et manque. Oh, mais quand on connaît le système... J'appelle votre voiture, monsieur. Non, j'ai envie de marcher. Le parking est dans la petite rue derrière. Merci. Le gardien vous donnera votre clé. Merci. C'est dommage de partir quand vous gagnez. Pas du tout. C'est assez rare. C'est un revolver, ma petite dame. Qui vous êtes cuite. Bonsoir, Lanny. Je te l'ai toujours dit, ne fais jamais ça. Attention, c'est un gros calibre. Marlowe. T'as deviné juste. Pose le sac bien gentiment entre tes pieds, sans t'énerver surtout. Je ne sais pas ce qu'ils ont les gens, mais on n'arrête pas de m'offrir des revolvers. Cette ville fout le camp. Et casse-toi, Lanny. Et sans rancune, hein. Tu fermes ta gueule et je ferme la mienne. D'accord? Joli travail, Marlowe. Vous êtes devenu mon gorille ou quoi? Oui, on dirait. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, Eddie m'a demandé d'aller le voir. À quel propos? Il croyait que je recherchais un type qui, d'après les rumeurs, aurait filé avec sa femme. Il croyait juste? Non, il se gourait. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Il voulait savoir la raison pour laquelle je recherchais un type qui, d'après les rumeurs, avait filé avec sa femme. Et il vous a dit pourquoi? Il n'a rien dit. Avec quoi Eddie Mars vous vient-il? Il déteste me voir gagner à la roulette. Et j'imagine que c'est lui qui vous a envoyé ce torpilleur. Quoi? Le type au revolver.
Seriez-vous un torpilleur? Non, ils sont du mauvais côté de la barricade. Est-ce qu'il y a un bon côté? Avec quoi il vous tient, Eddie Mars? Vous voulez dire s'il a une prise sur moi? Oui. Vous êtes très spirituel. Je n'ai pas la prétention d'être spirituel. Comment va le général? Pas bien. Je ne voudrais pas qu'il meure en haïssant ses enfants. Vous tuez parfois des gens, Monsieur Marlowe. Vous êtes un tueur. Moi? Vous êtes un de ces tueurs froids et sans pitié, au cœur sec. Vous avez trop d'amis dans le milieu pour en être convaincu. Ce sont tous des lopes si on les compare à vous. Assassin. Où habitez-vous? À Westminster, près de la cathédrale. Vous m'invitez, ça ne vous ennuie pas? Vous y tenez? Oh, oui. Avec quoi Eddie Mars vous tient? Alors c'est ça votre tactique? C'est ça ma tactique. Espèce de sale type. Vous êtes vraiment dégueulasse. Écoutez, vos lèvres sont très agréables, mais votre père ne m'a pas engagé pour faire l'amour avec vous. Comment Eddie Mars vous tient-il? Si vous dites encore ça, je pousse des hurlements. Allez-y, ne vous gênez pas. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'Eddie me tient? Je vous en prie. Voilà un type qui vous laisse ramasser une fortune et puis qui vous lance dans les pattes un truand chargé de la récupérer. Et ça ne vous étonne pas du tout. Il était très au point, son numéro. Voulez-vous que je vous dise? Vous avez une technique formidable avec les femmes. Vous ne voulez pas être une sœur pour moi? Si j'avais une lame de rasoir, je serais tenté de vous trancher la gorge pour voir ce qui en sortirait. Quand nous nous sommes rencontrés, je vous ai dit que j'étais détective. C'est un métier, ma chère amie. Ça n'est pas un jeu. Je vous préviens, je suis toute nue. Entre nous, le contraire m'aurait étonné. Vous attendiez une seconde et je vous disais, je parie que vous êtes toute nue. Vous êtes chouette. Ravissant, mais j'ai déjà vu. Souvenez-vous. Le gardien m'a laissé monter grâce à votre carte que j'ai fauchée au maître d'hôtel. J'ai dit que vous m'aviez demandé de vous attendre ici. Parfait. Nous savons comment vous êtes entré. Vous allez me dire maintenant comment vous allez sortir. Oh non, je reste. C'est gentil ici. J'aime. Il faut qu'on reste copain. C'est à cause de la conscience professionnelle. Je travaille pour votre père et il a confiance en moi. Je ne veux pas lui faire ça. Bon, je vais à la cuisine me verser un scotch. Vous en voulez un? Oh, s'il vous plaît. Si vous êtes habillé lorsque je reviendrai, vous aurez votre scotch, ok? Donnez-moi ça. Oh non, pas dans cette tenue. Vieux con. 3 minutes pour te rhabiller et rentrer chez toi. Si tu n'es pas dehors dans 3 minutes,
c'est moi qui te jetterai dehors et tu te rhabilleras dans le couloir. Allez, exécution. Oh. Le lendemain matin, la Humber grise m'attendait dans la rue. Un petit bonhomme était assis dedans, tout seul. Peut-être un poulet qui avait du temps à perdre, ou une bleusaille du métier venant fourrer son nez dans mon business, ou alors l'archevêque des Bermudes cherchant à me remettre dans le droit chemin. Je trouvais sur mon bureau une enveloppe qui contenait un billet de 3 mots banals et un chèque de 500 livres, le tout signé pour le général Sternwood, Vincent Norris. La journée commençait bien. Je me demandais si j'allais faire réviser ma voiture, m'acheter un costume, prendre des vacances ou payer mes créanciers lorsque le petit bonhomme de la voiture grise apparut. Eh bien? Vous savez qui je suis? Oui. Tu me files le train, tu me colles aux fesses depuis 2 jours, comme un mec qui veut se faire une fille et à qui il manque juste ça de culot pour se décider à l'aborder. Écoutez, je m'appelle Harry Jones. Et tu connais un certain Joe Brody. Qui vous a dit ça? Tu es trop mineuse pour être un flic, t'es pas avec Eddie Mars, je lui ai posé la question. Alors je ne vois personne sauf des copains à Brody qui viendraient me chercher des puces. Oui, bien, c'est Agnès qui m'envoie. Vous connaissez Agnès? La seule libraire que je connaisse avec assez de sex-appeal pour couper l'appétit à un canari. Eh ben, vous avez fait une remarque, là-bas, le jour où Brody s'est fait buter. Vous avez dit que Brody devait en savoir un bout à propos des Sternwood pour risquer de les faire chanter avec ses photos. Qu'est-ce qu'il savait? Je vends le tuyau. 200 billets. Il faut qu'on décanille, Agnès et moi. Ah, elle est trop forte pour toi. Un de ces 4, elle va te bouffer à la vinaigrette. C'est pas gentil de me dire ça. T'as raison. Quel tuyau tu veux me vendre? Vous payez? Ça me servira à quoi? À retrouver Rusty Regan, peut-être. C'est pas Rusty Regan qui m'intéresse. Ah oui? Continue. Je l'ai connu, Rusty. On n'était pas intimes, d'accord, mais assez pour lui dire qu'est-ce qui va pas, mon vieux? Lui, il répondait ou il répondait pas, selon son humeur. Ils étaient tous présents cette nuit-là. Eddie Mars avec Charlotte Sternwood. Ils étaient tous là pour une raison. Mona Grant, la chanteuse. Mars était fou d'elle. Rusty aussi. Charlotte Sternwood traînait dans toutes les boîtes parce qu'elle avait des insomnies. Won't somebody dance with me? Start up a... Eddie Mars a embarqué Mona Grant, la chanteuse. Il l'a épousée. Et Rusty a souffert et épousé Charlotte Sternwood. Mais le ménage a foiré. Et Rusty a commencé à tourner autour de Mona. Ensuite, ils ont disparu. Mais on dit qu'ils sont partis ensemble. Tout ça, c'est connu, fiché, refroidi. Ça vaut pas 200 billets. Ouais, mais c'est alors qu'un nouveau est entré en scène, Lâche Canino. Tu dis? Lâche Canino, l'homme marron. J'étais dans un bistrot, je ramassais les paris pour Joe Brody, et tout d'un coup, je le vois, l'homme marron. Costume marron, chemise marron clair, bagnole marron, avec une nana marron, foncée. Et un pied, on lui avait tiré dessus, il avait le pied gauche dans le plâtre. Bon, alors avec ce mec Canino, c'est un dur, mais pas comme certains qui se prennent pour des durs. Lui, il buterait un type entre deux martinis. Et il dit Mars l'emploie quand il a un job assez spécial. Alors je raconte à Joe que j'ai vu Canino. Il en déduit que Canino est au parfum sur la disparition de Rusty et Mona. Et comme Joe avait tapé les Sternwood de 5000 livres une première fois, il se dit qu'il va se rencarder sur les amoureux et toucher un doublé entre Eddie Mars et le général. Alors, il file Canino jusqu'au parc du château, et là, il aperçoit Charlotte Sternwood en train d'agiter des billets de banque comme si elle allait donner à bouffer aux oiseaux. Mais c'est Canino qui les bouffe. Alors Joe se dit que Canino en sait un bout sur Regan et qu'il essaie de presser le citron en douce pour son propre compte. Moi, je vois pas 200 livres dans tout ça. Car si Charlotte Sternwood se doutait de quelque chose au sujet de son mari, Mars serait exactement la personne à consulter. Oui, mais si des fois sa femme, Mona, la chanteuse, si elle n'était pas partie avec Regan, si des fois on a voulu la planquer dans la banlieue à quelques kilomètres,
La justice croira jusqu'à nouvel ordre qu'elle est avec Reagan en sécurité, pendant qu'elle est en fait seule prisonnière à une certaine adresse. Cette adresse-là, je veux bien la payer. Non, Agnès l'a trouvée, c'est elle qui vous la donnera. Donne-la moi. Je connais très bien ton Agnès. Non, moi je lui ai promis, c'est vrai. L'adresse, elle vous la donnera contre l'oseille. Vous connaissez Burlington House? Oui, une espèce de cimetière pour affaires en liquidation. Le bureau de Joe Brody est au rez-de-chaussée, à 8 heures, hein, d'accord? Apportez du liquide. Harry, Eddie n'aime pas que tu ailles voir les détectives privés. C'est vilain. Vous savez pas si je l'ai vu? Marlowe a raconté à Eddie Mars qu'un petit bonhomme lui filait le train dans une grosse Humber grise. C'est ta bagnole, Harry. Agnès veut lui vendre des tuyaux. On a besoin de pognon, on doit se tailler. Qu'est-ce qu'elle a à vendre, Agnès? Mais les photos de la petite Sternwood, celle que Geiger avait prise. D'après les tuyaux que nous avons, Marlowe a ses photos depuis longtemps. Non, Agnès en a mis plusieurs de côté en cas de... Et où c'est qu'elle crèche, ton Agnès? Moi, j'en sais rien, mais je ne veux pas qu'elle soit mêlée à cette histoire. Pour l'amour du ciel, je vous en prie. Oui, voilà. Elle est au 68 Red Lynch Court à Kensington. Eh bien, on va aller ensemble, toi et moi, lui rendre une petite visite. Et je ne te conseille pas de me doubler. Non, c'est la vérité, je vous jure. Hein. Alors, à la vérité. C'est ça. À la vérité. À Agnès et à la vérité, oui. Harry. Alors? Est-ce que Harry est là? Pas en ce moment, Agnès. Marlowe? Et où est-il? Écoutez, j'ai les 200 livres pour vous. Donnez-moi cette adresse et je vous les apporte. Vous connaissez les jardins italiens à Hyde Park? Donnez-moi l'argent. Avec ça, je me fais la malle. Qu'est-ce qui est arrivé à Harry? Canino a eu vent de la combine, mais c'est pas grave. Vous avez un tuyau à me donner. Joe filait Canino dès qu'il en avait l'occasion. Il sentait qu'il y avait un filon. Oui, Harry m'a déjà dit tout ça. Il y a 2 mois environ, il l'a suivi. En bagnole sur la nationale A jusqu'à Clinton. Sans succès. Ça devenait une obsession chez lui. Tous les samedis, tous les dimanches, il me traînait dans ce secteur-là, espérant retrouver Canino et sa voiture brune. Il y a 15 jours, on les a repérés. On les a doublés devant un dépôt de pesticides. La femme au volant, c'était l'épouse d'Eddie Mars, Mona. Elle portait une perruque blonde. Canino, le chien de garde, lui faisait prendre l'air. Joe a filé la Rover en restant devant. Et juste après avoir dépassé le garage Hunt, ils voient leur voiture tourner dans un sentier à gauche. Ce soir-là, Joe y est allé en douce jeter un coup d'œil. Une radio marchait et la voiture de Canino était là. On a vu qu'il ne se passait rien, alors on est reparti. Ce n'était que ça. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais en avoir besoin. Ça, c'est vous qui le dites. Agnès quittait la scène pour toujours. 3 morts,
Geiger, Brody et Harry Jones. Et il disparaissait entre les fontaines avec mon pognon dans sa poche et sans la moindre égratignure. Je m'étais occupé d'une petite affaire de chantage, mais tout au long de l'enquête, il ne fut question que de Rusty Regan. Tous ceux que je rencontrais s'intéressaient davantage à lui qu'à tout le reste. Rusty Regan qui était parti avec Mona, la femme d'Eddie Mars, sans être parti. Je tournais et retournais dans ma tête les pièces du puzzle qui voletaient un peu partout comme des flocons de neige dans la tempête, lorsque le destin s'interposa dans la mise en scène. Fermé. Ouvre, Léo. Hein? Entrez. 3 types ont tabassé et volé 2 petits vieux la semaine dernière. Alors on ferme la nuit. J'ai 2 pneus crevés et une seule roue de secours. Alors dépannez-moi. Clinton, c'est à 3 km d'ici. Allez voir. Il y en a plein la route. Si on les balayait, ce serait pas plus mal. Léo, tu tiens un garage, pas un salon de thé. Alors tu vas dépanner le monsieur. Je croyais que la voirie avait balayé ses clous. Il y en a encore dans les virages. Léo, emmène 2 criques. Ouais. Vous allez où comme ça? À Londres. Il en a pour un moment. Vous voulez un verre? Vous vous êtes couré, c'est pas la route de Londres. J'ai pris le mauvais tournant, sans doute. Ah oui. Vous avez là une bien jolie bagnole. Ça se paye cher, ces engins-là. Vous voulez pas l'avant? Léo, répare les pneus, hein. Ouais, je m'en occupe. Bien dormi, Monsieur Marlowe? Vous avez l'heure? Il est 12h30. Vous avez un rendez-vous? Possible. Où sont ces messieurs? Ils creusent ma tombe? Ils ont dû sortir faire une course. En vous laissant seul? Vous n'avez pas l'air trop dangereux. Je croyais que c'était vous, leur prisonnière. Mais en quoi est-ce que ça vous regarde? Eddie ne vous a jamais rien fait. Et si je ne me cachais pas, si je sortais au grand jour, les flics seraient persuadés que Eddie a abattu Rusty Regan. Eddie l'a effectivement abattu. Eddie n'a rien fait du tout. C'est pas un tueur. Il ne tue pas de ses mains, il a Canino pour ça. Canino a assassiné un homme ce soir. Un petit bonhomme inoffensif qui essayait d'aider quelqu'un. J'étais là, j'ai tout vu. Ce n'est pas Eddie qui l'a envoyé. C'est démodé le blond platine de nos jours. C'est une perruque, en attendant que les miens repoussent. Qui vous a tondu? Moi, pourquoi? Oui, pourquoi? Pour prouver à Eddie que comme il le voulait, je resterais caché. Et qu'il n'avait pas besoin de me faire surveiller. Je ne peux pas le trahir. Je l'aime. Vous n'êtes pas difficile. Excusez-moi. Vous partez, déjà? Ça fait 2 heures que je suis là. Ça me donne des crampes. J'ai besoin d'air. M'oubliez pas, surtout.
J'étais seul et triste, alors j'ai passé un coup de fil. Dans une dizaine de minutes, je crois que cette baraque sentira la poulaille à plein nez. Vous avez intérêt à ce qu'on ne me trouve pas ligoté à cette chaise. Vous avez besoin de moi. Vous êtes impliqué dans un meurtre, peut-être 2. Mais je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Je donnerai ma version. Je ne peux rien faire pour les menottes. C'est Canino qui a la clé. Vous feriez mieux de m'accompagner si vous tenez à la vie. Je n'ai pas peur de Canino. Je suis la femme du patron. Eddie est innocent, on n'a rien à craindre. Eddie est une chiffre molle. Canino est un type qui tue comme on écrase une mouche. Comment? Ça veut dire quoi, introuvable? Non, pas de message. Attends un peu que je le dise à Eddie. Parce que je lui dirai quelle connerie monstre tu viens de faire. Allez, ramasse tes affaires, on fout le camp. Vous jouez trop brutal, Marlowe. On a massacré trop de gens dans le secteur. J'ai pas eu ma part du festin. Une chance que la femme ait confirmé votre version. Ce sera un cas de légitime défense. Et le cas d'Eddie Mars, ce sera quoi? Il est là. On a eu une avalanche de dépositions aujourd'hui. Il veut bien reconnaître qu'il a caché sa femme, et même il admet que c'était idiot. Il dit qu'il connaît Canino, mais en tant que client seulement. Il ne connaît pas Harry Jones. Geiger, c'était son locataire. Alors Mars rentre tranquillement chez lui, il est libre, c'est ça?
Si vous avez des preuves, on inculpera. Et Reagan, vous croyez que vous le trouverez? J'en sais rien. Je n'essaierai même pas. Dans la vie, ce n'est jamais le héros qui s'en va avec l'héroïne. Alors il faut lire des romans. Oui. Monsieur Marlowe? Le général Sternwood voudrait vous voir, si cela ne vous dérange pas, monsieur. Eh bien, il est 2h35. Je passerai dans 1 heure. Merci, monsieur. Allez-y, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Marlowe, mon général. Asseyez-vous, monsieur Marlowe. Je ne vous avais pas demandé de chercher mon gendre. Je crois que vous en conviendrez. Vous le souhaitiez pourtant. Vous faites trop de suppositions. Quand je veux quelque chose, d'habitude, je le demande. Je crois que vous m'avez confié les reçus de Geiger pour voir ma réaction. Votre maître d'hôtel a cru que Geiger mort, l'affaire était terminée. Ce n'était pas le cas. Je ne pouvais comprendre qu'un homme comme Geiger vous envoie ses billets dans l'espoir que vous paieriez en gentleman. En fait, il voulait savoir si quelque chose vous obsédait. Dans ce cas, vous auriez payé. Et quelque chose vous obsédait. Vous aviez peur que votre gendre ne soit pas l'homme qu'il semblait être. Vous avez peur de découvrir qu'il n'était là que pour chercher à s'amuser avec votre fortune. Oh, l'argent n'a pas d'importance. Et je n'ai plus d'illusions sur mes filles à l'heure qu'il est. Mais Rusty, vous le cherchez, vous n'abandonnez pas. Si, monsieur. On m'y a encouragé. Les flics me trouvent trop combatif. Retrouvez Rusty, vous aurez 10 000 livres si vous réussissez. Ah, je ne tiens même pas à savoir où il est. Après tout, il a bien le droit de vivre sa vie. Je veux simplement savoir comment il va. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Très bien. Vous savez, il passait des heures avec moi, transpirant comme un bœuf. Des heures à m'expliquer ses théories révolutionnaires. Ce n'était qu'une grande gueule d'Irlandais, aux cheveux bouclés, avec un regard triste et un beau sourire, d'une telle franchise. Je connais peut-être mal la nature humaine, mais ce type, c'est quelqu'un de bien. Faites ça pour moi, Marlowe. Trouvez Rusty. Trouvez-le moi. Je vais essayer. Et il faut vous reposer. Je ne suis sans doute qu'une vieille bête sentimentale. Et non le soldat que je croyais être. Il était épuisé. Il ressemblait plus à un cadavre que la plupart des cadavres. Mais il avait eu la force de demander ce qu'il voulait. Rusty Reagan. Reagan qui n'était pas parti avec Mona la chanteuse. Je sentais la solution toute proche. Peut-être ici même, dans la propriété des Sternwood. On s'amuse? Vous êtes furieux contre moi? Il me semble que pour des gens riches, vous et votre sœur, vous ne rigolez pas souvent. Tenez, je vous ai rapporté votre arbalète. Je l'ai nettoyée, rechargée, mais... Croyez-moi, fillette, évitez de tirer sur le premier venu tant que vous ne saurez pas vous servir d'une arme. Apprenez-moi. Hein? Apprenez-moi à tirer, ça serait chouette. Ici? On n'a pas le droit. Je connais un coin, là-bas, dans les vieilles ruines. On y va? D'accord. Ça vous plaît? Qu'est-ce que c'est?
Une vieille ruine romaine d'il y a 2000 ans. Et faites attention, il est chargé. Vous allez viser cette boîte de conserve, d'accord? Ne commencez à tirer que lorsque je reviendrai près de vous. Ok. Je savais que vous êtes chouette. Heureusement que je l'avais rechargé à blanc. Je sentais que ça pouvait mal tourner. Vous vous fichez éperdument de nous tous ici, n'est-ce pas? Hier soir, vous tuez un homme. Maintenant, ma pauvre sœur est malade parce que vous l'avez terrifiée. Alors, vous êtes muette? Comment va-t-elle? Oh, je n'en sais rien, comme ça. On a réussi à l'endormir. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Absolument rien. Je suis passé à la maison après avoir vu votre père. J'ai rendu à Camilla un objet qui lui appartenait. Elle voulait apprendre à tirer. Elle voulait me montrer de vieilles ruines. Elle voulait aussi me tuer. Elle a vidé tout le chargeur sur moi, les 6 balles. Charmante nature, n'est-ce pas? Il faudra le prouver. Prouver quoi? Qu'elle a voulu vous tuer. Vous étiez seul, vous ne pouvez rien prouver. Je pensais à une autre circonstance. Alors que ce revolver était chargé de vraies balles. Je pensais au jour où Rusty, votre mari, a disparu. J'ai trouvé Camilla dans mon lit un soir, complètement nue. Je l'ai jetée dehors. Regan avait dû la repousser un jour de la même manière. On ne fait pas ça à une fille comme Camilla. J'imagine qu'il faut vous payer, vous aussi. Combien vous payez? Mettons 10 000 livres. C'est ce que vous avez payé Canino pour enlever le cadavre dans le but de protéger votre sœur en empruntant le fric à Eddie Mars. Mais ce n'était que picaillon comparé au magot qu'Eddie espérait toucher un de ses jours, n'est-ce pas? Eddie Mars se sert de Geiger pour faire chanter votre père. En fait, ce chantage-là n'était qu'un ballon d'essai. Votre père a fait appel à moi, montrant en cela qu'il ne craignait rien. Eddie voulait s'en assurer. Il savait qu'il vous tenait, vous et Camilla, et il voulait savoir s'il tenait aussi votre père. Dans ce cas, en un rien de temps, il ramassait un tas de fric. Dans le cas contraire, il attendait que vous touchiez votre part de l'héritage, 10 millions. Alors, il a dit partout que sa femme était partie avec ce pauvre Rusty, afin de couper court aux enquêtes. Il ne voulait pas que l'on découvre le corps de l'Irlandais. Il est dans l'étang, près des ruines. Si mon père apprenait cette malheureuse histoire... Oh. Ce n'est pas le fait que ça le tuerait, vous comprenez? Pouvez-vous imaginer son désespoir pendant son agonie? D'accord, vous avez 3 jours pour la mettre dans une clinique. Vous ne voulez pas d'argent? Aussi. Il n'y a que le fric qui m'excite.
L'appât du fric est si fort chez moi que pour 50 livres par jour, plus les frais quand je travaille, je risque mon avenir, la haine des flics, la colère des 10 mars et de ses copains. J'esquive les bastos, je supporte les minables et je dis merci infiniment. Si vous avez d'autres ennuis, appelez-moi, je vous en prie, je laisse ma carte là sur la table. Je fais tout ça pour un peu d'argent et peut-être aussi pour préserver le peu d'orgueil que ressent un homme brisé et malade envers sa famille. Pour qu'il soit sûr que son sang n'est pas empoisonné. Et que si ses filles sont parfois un peu extravagantes, il n'y a pas de pourriture en elles. Mettez-la quelque part où on ne laisse pas traîner des pistolets, des rasoirs et de la drogue. Elle pourrait même se retrouver guérie. C'est pas exclu. Qu'est-ce que ça peut faire où on vous couche quand vous êtes mort? Dans l'eau croupie d'un étang ou dans un mausolée de marbre? Vous êtes mort. Vous dormez du grand sommeil. Vous vous foutez de ces choses-là. L'eau et le pétrole, pour vous, c'est de l'air et du vent. Vous dormez du grand sommeil sans vous soucier de la pourriture qui a conduit à votre chute, à votre mort. Maintenant, j'ai sur moi un peu de cette pourriture. Beaucoup plus que Rusty Reagan. Par le vieux bonhomme, lui restait propre. Il pouvait reposer tranquillement dans son lit à baldaquin, les mains exsangues croisées sur les draps, et attendre. Son cœur n'était plus qu'un bref murmure irrégulier. Ses pensées grises comme la cendre. Et tout à l'heure, lui aussi, comme Rusty Reagan, s'endormira du grand sommeil.